À moins de 4 mois de la présidentielle américaine, Joe Biden retire sa candidature. Le président américain l'a annoncé hier, justement, cédant à la pression grandissante du camp démocrate. Quel impact donc cette décision peut-elle avoir sur la présidentielle américaine? N'est-ce pas là un boulevard désormais qui se dresse devant Donald Trump, qui pour porter la candidature des démocrates à cette présidentielle américaine? On tente de répondre donc à toutes ces interrogations au travers de l'article de Calais du jour. Et un plateau pour en parler, Olivier Michel de Campos, il est consultant et analyste géopolitique. Bonjour Olivier. Bonjour, bienvenue. Merci. Un plaisir pour nous de vous accueillir en plateau ce matin en face de vous, Laurent Roland Tonéi-Kess. Alors, doit-on parler de coup de tonnerre, Olivier Michel de Campos, cette annonce du président américain Joe Biden qui donc retire sa candidature? Est-ce un coup de tonnerre? Est-ce quelque chose de totalement prévisible? Non, on ne peut pas parler de coup de tonnerre. Comme vous l'avez dit, c'était fortement prévisible. Je pense que les circonstances qui entouraient déjà la candidature du président Biden faisaient montre de son incapacité à pouvoir faire face à un candidat Trump dans les conditions actuelles. Donc je pense que c'était une action inévitable que de se retirer de la campagne, en tout cas de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle, parce que il y avait tellement d'implications, il y avait tellement de choses en jeu que rester dans la course risquait de faire plus de mal au parti qu'autre chose. Donc je pense que c'est une décision, oui, complètement attendue. Peut-être le timing également, je pense que c'est une décision qui aurait peut-être dû être prise beaucoup plus tôt pour permettre à celui-là ou à celle-là qui va prendre les commandes, en tout cas les rênes de la campagne, de pouvoir faire son travail, mais de pouvoir se donner les chances de pouvoir réussir. Et donc, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Peut-être qu'il faut peut-être retourner un peu plus en arrière pour comprendre un peu. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on ne met pas suffisamment l'accent, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai que dernièrement, les dernières années, les derniers mois, semaines, on a vu le président américain de plus en plus affaibli. Mais quand même, il faut se rappeler que ça date de bien avant même son élection. Et rappelez-vous, en 2020, les circonstances dans lesquelles il y avait eu la campagne d'élection, c'était en plein Covid, et il avait dû faire campagne quasiment de chez lui, à travers donc la vidéoconférence. On n'a pas vu tout le temps en mouvement. Il n'était pas en mouvement, donc ça lui avait permis à l'époque de rester à l'abri des caméras et à l'abri de tout ce qu'on pouvait voir, de ces griffes, défaillances physiques et cognitives à un moment donné. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est révélé au grand jour parce qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre longtemps. Et donc ça, c'est quelque chose... On a même vu déjà, dès sa prise de fonction, il a trébuché. Tout à fait, oui. Ça a commencé là. Ça a commencé là, voilà. Dès qu'il a commencé à apparaître au grand jour, on a commencé à voir qu'en réalité, il était déjà affaibli. La réalité de la chose. Et donc, c'est quelque chose que son cercle restreint, l'establishment du parti a longtemps essayé donc de cacher. Mais malheureusement, je pense que le tournant s'est passé au moment du dernier débat qu'il y a eu. Et c'est ce qui est intéressant à observer. Oui, ce qui est intéressant à observer, c'est que c'est un débat qui a été à l'initiative du Parti démocrate parce qu'il voulait justement montrer un président totalement apte, totalement en possession de ses moyens. moyens. En possession de ses moyens. Et malheureusement, ce coup de poker-là s'est retourné complètement contre lui, contre son camp. Et il n'y avait plus d'autre choix. Et la goutte d'eau ou l'événement qui est venu complètement asséner le coup de grâce, c'est la tentative d'assassinat contre Donald Trump qui a complètement bouleversé la donne de la campagne et a fait montre de ce qu'il ne pouvait plus rester en liste contre un candidat qui avait une telle popularité. Vous savez, il faut préciser en fait que justement cette tentative manquée d'assassinat sur Donald Trump a fait monter
Donald Trump, Tout à justement, fait. dans les sondages, en fait. Hein, c'est ça. Absolument, absolument. Et si à l'époque, si avant la tentative d'assassinat, Donald Trump avait des possibilités, c'est-à-dire s'il y avait une probabilité qu'il gagne, je pense qu'après cette tentative d'assassinat-là, il est devenu quasiment certain que Donald Trump, de gagner. Après ce qui s'est passé, parce que c'est un Donald Trump, je dirais, sanctifié, un Donald Trump ressuscité, presque absous de tous ses péchés. Et justement, en parlant de ça... Comment comprendre justement cet état de choses? C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais on ne peut pas ne pas en parler. Oui, c'est important à comprendre parce que vous savez, le président Donald Trump, au-delà de tout ce qu'on peut dire, jouit d'une légitimité charismatique auprès de ses partisans. Et ça, c'est important dans le système politique. Lorsque vous savez, ce qui manque souvent à nos chefs d'État, c'est au-delà de la légitimité électorale, donc d'avoir été élu, c'est cette légitimité charismatique-là qui manque, c'est-à-dire de pouvoir incarner quelque chose aux yeux des autres, de pouvoir, à travers sa simple parole, susciter une sorte d'adhésion, une sorte à défaut, même une sorte de folie. Souvent, on parle souvent des partisans de Donald Trump, non pas comme des militants ordinaires, mais comme des adeptes, comme des gens qui croient quasiment à quelque chose dans la personne. Qui le déifient pratiquement. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est ça réellement, lorsque vous arrivez à susciter un tel engouement, lorsque vous apparaissez comme la personne à même de résoudre les problèmes. Vous apparaissez finalement comme une sorte de demi-dieu, comme vous l'avez dit. Et c'est ce qui explique tout ça. Et dans les conditions actuelles, regardez un peu la mise en scène qui a été faite de cette tentative d'assassinat-là, avec le poing levé, demandant à ces militants de se battre. Avec la photo, le sang viral. Des analystes l'ont dit, mais je pense que cette photo-là valait tous les spots publicitaires de campagne. Je pense qu'avec cette seule photo-là, je pense qu'il gagnait l'élection au la main. Donc, quand bien même le tireur a été identifié comme républicain. Républicain, mais qui a fait un don au Parti démocrate. Je pense qu'il a fait un don de quelques dollars au Parti démocrate. Donc c'est pour dire quand même que, bon, il y a encore des débats à ce niveau, mais pas forcément. Les enquêtes sont toujours en cours. Et même que certains pensent que, oui, tout ça a pu être organisé pour justement favoriser le candidat Donald Trump. À ce stade-là, je pense que ça reste de l'ordre de la spéculation. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Les enquêtes sont en cours, comme on l'a dit. Il y a une défaïence manifeste de la sécurité. Voilà. Parce qu'ils ont été alertés. Tout le monde y voyait le jeune ramper au-dessus d'une maison. Mais ils n'ont pas été assez prompts, assez réactifs pour l'empêcher donc de passer à l'acte. Et puis on a vu aussi comment les uns les autres, enfin les forces les éléments donc de la sécurité notamment donc les services secrets tentaient de protéger l'ancien chef d'État. On a eu l'impression que c'était on se serait cru dans une rue. Allez, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas non plus m'attirer les foudres de certains. Enfin, toujours est-il que voilà autant de raisons qui, indubitablement, ont conduit Joe Biden. Et pour finir là-dessus, à un moment donné, comme on le disait, c'est devenu complètement intenable face à un Donald Trump, comme je l'ai dit, complètement absous de tous ses péchés. Et rappelez-vous, à la même période, là, pratiquement comme si c'était un cadeau, la Cour suprême et d'autres cours ont décidé d'abandonner la poursuite. C'est-à-dire, à un moment donné, tout semblait jouer contre les démocrates dans cette élection. Et pour finir, il y a eu... à l'interne même du Parti démocrate, beaucoup de personnalités qui ont commencé par demander au président de céder son fauteuil. En l'occurrence, l'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi qui était la première d'ailleurs à alerter pour dire attention, il ne faut pas continuer avec ça. Barack Obama qui a hésité un peu parce que ils ont lancé le Barack No Drama parce qu'à un moment donné, il était un peu prudent parce que c'est lui qui avait demandé à Biden de renoncer en 2015. Oui. Et puis, n'oubliez pas que Biden avait aussi renoncé en 87. Donc, ça fait la deuxième fois qu'il avait renoncé. Donc, la troisième fois, est-ce qu'il faut oser? Parce qu'il en a voulu à Barack tout le temps parce qu'il a dit de renoncer en 2015. Donc, du coup, Barack ne voulait pas trop se mettre dedans, mais il peut-être, parce que pas personne n'était posé pour dire, mais attention, arrêtez ça. Donc, c'est devenu complètement intenable et ça aboutit à ce qu'on a eu à voir hier.
hier. Autant de raisons donc qui ont abouti justement à ce renoncement du président américain Joe Biden qui retire donc sa candidature pour la présidentielle devant se tenir dans un peu moins de 4 mois. On parle aussi bien de ces enfin on parle des grands électeurs, mais de ces bailleurs qui soutiennent justement la campagne. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des chefs d'entreprise, des patrons de sociétés, de grands groupes qui investissent dans la campagne donc, des candidats. Et là aussi, il y avait déjà beaucoup de réticences. Oui, beaucoup de réticences. Vous ajouterez à la liste même des acteurs de cinéma. Je pense que les États-Unis sont l'un des pays où la campagne électorale coûte le plus cher ou la plus chère au monde. On parle quand même en termes de milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent qui circule. Et lorsque vous n'avez pas d'argent, vous n'avez aucune chance d'être élu aux États-Unis. Je pense que ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, donc, partant de cela, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que cette décision prise par Joe Biden est une décision finalement prise enfin, à contre-cœur? C'est une décision qu'il subit finalement plutôt que de la prendre en définitive, Laurent? Non, je pense que dans cette affaire, Joe Biden ne voulait pas relâcher. Il ne voulait pas tout renoncer. Mais dès que vous voyez que vos forces vous abandonnent, vous êtes obligé de laisser. Donc c'est une décision subie. Oui, il subit. Parce que, j'ai dit, rappelez maintenant qu'il a renoncé en 87, il a renoncé en 2015. Vous imaginez, la même personne vous lui dit chaque fois de renoncer. Alors qu'il estime qu'il peut toujours continuer. Il avait renoncé en 2015 pour permettre à quelqu'un d'autre d'être là. Donc là, il ne voulait pas, quand on suit même son discours, quand bien même les membres de son parti lui disaient de renoncer, on a vu ses réactions. Donc, mais dès lors que les bailleurs, les potentiels bailleurs, ceux qui financent la campagne, qui l'accompagnent au niveau du parti, commencent à dire, bon, si c'est ça, nous, on ne te finance plus, on ne met pas un copec dans la campagne, tu te débrouilles seul. Vous êtes seul, maintenant, contre tous. La meilleure option, c'est de renoncer maintenant pour permettre à quelqu'un. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand il renonce automatiquement, il dit qu'il soutient la candidature de Kamala Harris. Ce n'est pas nécessairement à lui de choisir. C'est au parti de désigner un candidat. Mais automatiquement, il dit, bon, ok, je pars, mais je ne pars pas comme ça. Je donne le nom de quelqu'un en même temps. Il force les choses à la limite. En proposant Kamala Harris, il force déjà les choses. Ça montre clairement que cette décision ne vient pas de lui. En tout cas, il n'a pas choisi renoncer, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui l'ont contraint à renoncer. À cet état de choses. Et dans ce contexte, en tout cas, c'est une démission qui est saluée enfin, de part et d'autre. On estime que c'est... Et d'ailleurs, il a dit lui-même, pour justement... enfin, l'intérêt supérieur du pays, voilà, pour les démocrates. Ça, tu t'es dit, c'est un discours politique. C'est évident. Je pense que l'intérêt supérieur du pays l'aurait amené à renoncer un peu plus tôt, beaucoup plus tôt. Justement. Pour revenir sur... Mais alors, s'il faut aller plus loin, parce que la question se pose aussi par rapport à sa faculté à rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est d'ailleurs ce que Donald Trump commence à pointer déjà, parce qu'il dit non seulement il n'est pas apte à se présenter pour être candidat, mais il n'est même pas apte à continuer de gérer. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un débat vraiment parce que Donald Trump, même qui part à 118 ans. Oui, justement. Et ça, c'est important. C'est très important. Et peut-être j'en reviendrai tout à l'heure. Mais pour finir d'abord sur le cas Kamala Harris, vous savez, le fait que le président Biden, en se retirant, automatiquement propose déjà sa vice-présidente pour le succéder, c'est également parce qu'il y a des contraintes qui sont là. Il y a beaucoup d'argent qui a été donné au Parti démocrate et il y a la loi qui est claire là-bas. Vous ne pouvez pas donner, vous pouvez pas faire des dons à un camp, à un ticket, comme on dit, et après, par des jeux de transfert, on met d'autres personnes là. Non, je pense que les fonds étaient destinés au ticket. Biden Harris. Donc, c'était difficile et ça va être un problème pour ça va être un problème pour le parti. Parce que s'ils décident de sortir Kamala Harris du jeu, ils vont devoir aller chercher de l'argent ailleurs. Et ça va être compliqué en l'espace de 4 mois de trouver autant d'argent pour faire la campagne. Donc, je pense que ça va les contraindre à garder Kamala Harris, quitte à trouver maintenant un second vice-président pour seconder. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'ils étaient contraints de toutes les parts. C'est pour cela que, moi, je dis, il y a une analyse qui était faite depuis 2020 et qui disait que dans la stratégie qui était prévue, c'était que le président Biden, avec son charisme, son expérience, son parcours politique,
gagné les élections en 2020 et faisait une partie du mandat et cédait le fauteuil à Kamala Harris pour la préparer justement à cette éventualité. Il n'était pas dans ce qui, en tout cas dans ce qui se pressentait, qu'il finisse son mandat. Il était dit qu'il devait faire quelques années. 2 ans, c'était prévu 2 ans. Céder le fauteuil donc à Kamala Harris. En fait, il se retire et Kamala Harris serait au devant de la scène. Va faire le travail à sa place. Il serait là, mais malheureusement, on a vu qu'il n'a pas voulu. Ceci aurait donné beaucoup plus de crédit, et beaucoup plus de chance à Kamala Harris de pouvoir se présenter légitimement. Aujourd'hui, elle vient peut-être où elle viendrait au conditionnel. Si sa candidature est confirmée. Elle viendrait aujourd'hui dans un milieu complètement, je dirais, inconnu, comme l'a dit Barack Obama. Il rentre dans l'inconnu et on ne sait pas ce que ça sera. Déjà qu'elle a été. Et d'ailleurs aussi, il faut aussi dire, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fonds ont été donnés parce que les gens aiment Joe Biden, envoie l'argent. On aurait dû choisir, décider que Biden laisse depuis et les bailleurs qui souhaitent financer une campagne d'une certaine Kamala Harris se seraient mobilisés mieux que ce qu'ils ont peut-être, ou bien une Michelle Obama ou je sais quoi. Donc malheureusement, dès lors que Biden sort aussi du jeu aussi, ça va être un problème, même si les fonds sont là. Il y a des gens qui avaient envie de donner parce que c'est Biden qui est là, mais qui ne donneront plus. Et c'est un coup pour le parti. En 4 mois, est-ce qu'ils pourront vraiment... La question, moins de 4 mois, parce que je pense que c'est le 7 novembre. La question de l'âge, oui, mais avant de parler de l'âge, revenons sur la question Kamala Harris, donc pour être candidat du parti Les Démocrates à cette présidentielle, oui, une vice-présidente plutôt effacée quand même, on ne l'a pas vraiment vue au devant de la scène comme les autres vice-présidents. Quelle chance concrètement pour Kamala Harris déjà d'être, on va dire quoi, eh bien, adoué comme candidat du Parti des démocrates. Oui, c'est comme on le disait déjà tout à l'heure, le fait qu'il propose déjà Kamala Harris, c'est une façon de forcer la main au parti. Oui. Et bon, on suppose que s'il a pris ce risque-là, c'est déjà qu'il s'est entendu avec les gros bonnets du parti pour que cela soit ainsi. Parce que quand même, parce qu'il y a quand même des personnalités qui voudraient qu'il y ait des primaires ouvertes pour que chacun ait sa chance de remporter l'investiture. Donc tout ceci va de toute façon créer un désordre. Le délai est tellement court que voilà, tout ceci va forcément fragiliser le Parti démocrate. C'est pour ça que j'aurais voulu que cela se passe beaucoup plus tôt pour donner des chances à celui-là qui sera positionné de pouvoir aller contre Donald Trump. Maintenant, les chances de Kamala Harris, là encore, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, elle aurait été positionnée beaucoup plus tôt, que cela lui aurait donné beaucoup plus de crédit, parce qu'elle est quasiment inconnue du public américain. Donc, je pense qu'il faut quand même le dire. D'abord, quand elle venait déjà, les gens étaient s'étonnés de la voir. Voilà. Elle était connue, mais pas pour autant. Et donc, c'était une surprise pour beaucoup d'Américains de la voir. Vice-présidente. Oui, vice-présidente. Et donc, en plus de ce manque de visibilité-là, elle n'est pas forcément appréciée totalement de la communauté en grippe noire dont elle se revendique. Donc, vous regardez, quand on la regarde, on voit un peu Condoleezza Rice, vous avez vu comment est-ce qu'elle était connue, elle était au devant de la scène, mais elle, vice-présidente, en fait, le Parti des démocrates a manqué de mettre sur la scène Kamala Harris, de la préparer, et là maintenant, ils sont dans le coup, malheureusement pour eux. Oui, tout à fait, parce que Joe Biden qui était omniprésent, alors qu'il aurait dû se retirer, céder et mettre en avant. Je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui a pu se passer à ce niveau-là, parce que ça aurait été là, dans la norme, ça aurait donné beaucoup plus de chances, parce qu'il aurait dû préparer son départ. Je pense qu'il était évident qu'il ne pouvait pas faire 8 ans de présidence, c'est-à-dire 2 mandats successifs, et donc je pense qu'il aurait dû préparer davantage Kamala Harris, la mettre au devant et s'effacer davantage pour que cela lui permette à elle d'être au devant de la scène et de pouvoir jouer un rôle beaucoup plus important et aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de chances. Le Parti des démocrates, finalement, n'est-il pas aujourd'hui dans l'impasse? Olivier Michel de Compos, nous sommes à donc moins de 4 mois de la présidentielle. Alors, par rapport au ticket, ce n'est pas encore totalement clair, on ne sait pas, voilà, si Kamala Harris pourra donc être portée en tête de ticket ou s'il faudra tout changer avec toutes les implications donc inhérentes à cela. Et dans le camp adverse, donc on en parlait, Donald Trump qui monte dans les sondages de jour en jour. Un boulevard désormais qui se dresse devant le candidat de 78 ans quand même aussi, il faut le préciser. Oui, ce qu'il faut dire, je reviendrai, je tiens vraiment à aborder la question de l'âge. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeux sont
plutôt rebattus. Les cartes sont rebattues parce que du côté de Donald Trump, avec tout ce qui a pu se passer, on a vu qu'il y avait une dynamique nouvelle qui était remise, qui avait été donnée à la campagne. Et de ce côté démocrate aujourd'hui, avec le retrait du président Biden, il y a une nouvelle dynamique, qu'on le veuille ou pas, qui arrive. Parce que je pense que dans les scénarios, dans les stratégies mises en place par le camp républicain, donc Donald Trump, ils auraient bien voulu que ce soit Biden. Je pense qu'il a dit lui-même, c'est un cadeau, c'est un pain béni que d'avoir en face quelqu'un qui est complètement affaibli et qui ne peut pas faire le job. Même si on l'a entendu déjà aussi, après justement l'annonce faite par Joe Biden, il a traité d'escroc. Dire que oui, alors que ce sera encore plus facile pour lui justement de gagner face à Kamala Harris. C'est un jeu de langage pour montrer qu'on n'a pas peur. Mais sinon, dans l'establishment républicain, le scénario Kamala Harris n'est pas prévu. Et toutes les attaques qui étaient prévues, il faut revoir complètement la stratégie. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il dit comme ça pour montrer que ça va. Mais sinon, à l'intérieur, ils ne sont pas forcément enthousiastes du fait, sereins du fait que ce soit maintenant un nouveau ticket qu'ils ne connaissent pas. Donc, il va falloir revoir toute la stratégie, revoir tout le dispositif pour pouvoir aller vers il faut que les démocrates revoient fondamentalement le mode de campagne aujourd'hui parce que Kamala Harris, bien que n'étant pas bien connu sur la scène politique internationale et même dans son pays, tout peut arriver parce qu'il y a Barack Obama qui est là, Michelle Obama. Barack Obama n'était pas autant connu, mais il va rentrer dans le jeu. Michelle Obama qui va rentrer dans le jeu, certainement, ça va être peut-être le moyen de préparer une certaine Michelle Obama après Kamala Harris. Même si justement, on a pu voir qu'au détour de cet abandon, l'ancien président Barack Obama a pris la parole, mais n'a pas. Non, il a fait, c'était juste Joe Biden. Mais n'a pas fait mention de Kamala. Non, il ne dira pas. Comme certains l'ont déjà fait. Non, il ne dira pas parce que c'est le parti qui doit décider. Donc, en fait, Joe Biden a voulu forcer la main aux démocrates en le faisant comme ça, parce qu'il veut que, il ne veut pas écouter ce que les autres. Il ne veut pas que les autres. C'est les autres en griffe qui l'ont contraint à partir. Donc, du coup, je pars, mais je propose que ce soit telle personne. C'est le parti qui va décider. Mais j'estime que Kamala Harris, ça dépendra du discours des démocrates. Et si le discours est un bon discours, Donald Trump a bien des soucis à se faire. Il se croit déjà territoire conquis, mais ce n'est pas évident. Donald Trump, mais c'est pas évident. La question de l'âge, justement, on va peut-être finir là-dessus. C'est quand même 118 ans pour Donald Trump aussi. Oui. Juste avant la question de l'âge, pour compléter ce que disait Laurent. Oui, je pense que ça va dépendre également non seulement du discours, mais également du ticket qui sera mis en place. Parce que Kamala Harris, elle est jeune, elle vient d'un milieu en griffe noir et tout ça, mais avec des origines indiennes. Tout ça mélangé. Non, c'est un bon mélange. Oui, un bon mélange. Qui peut permettre de ratisser l'âge. Mais qui ne fait pas tout, justement, parce qu'elle a des défaillances. Et on a pu voir l'autre d'origine indienne qui a pu être Premier ministre en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, tout à fait. Mais cela va dépendre du colistier, c'est-à-dire du type de celui qu'on va mettre comme vice-président, qui viendra un peu comme pour combler les défaillances, les failles du Kamala. Donc, je pense qu'il y a des noms qui circulent. Le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, qui quand même semble correspondre, il est blanc, il est jeune, au profil, et également le gouverneur de la Kentucky, de l'État de Kentucky, qui quand même également la Kentucky qui est un État républicain, mais qui a été gagné par un démocrate. Donc je pense que ça va être ce jeu-là qui va être joué, à savoir de prendre un candidat, un colistier qui vient soit d'un swing state, donc des États qui balancent d'un côté comme de l'autre, ou bien d'un État républicain. Mais ça doit être le meilleur choix d'ailleurs. Et qui, voilà, donc pour se donner le meilleur chance de pouvoir y arriver. Maintenant, la question de l'âge, je pense qu'il y a une question, il y a un diagnostic. Le diagnostic, pour ma part, semble ne pas être bien fait. Je pense que ce n'est pas tant un problème d'âge. Parce que si c'était un problème d'âge, Donald Trump, qui aujourd'hui, avec le retrait de Biden, devient le candidat le plus âgé à la présidence des États-Unis. Voilà. Donc, c'est pas une et qui aura 81 ans également pour ce mandat. S'il est élu. Il quittera peut-être le pouvoir à 82 ans. 82, voilà, 83. Donc, je pense que ce n'est pas fondamentalement un problème d'âge. Sinon, je pense que si c'était un problème d'âge, même dans la Constitution, ils auraient prévu qu'à un certain âge, on ne se présente pas. Je pense que là-bas... Mais s'il n'est pas temps, justement, peut-être non, le problème n'est pas... Justement, quand vous voyez un Donald Trump aujourd'hui, est-ce que vous avez comme l'impression qu'il a le poids de l'âge? Non. C'est vrai que ça ne se sent pas. C'est ça en fait. Mais il faut dire que Biden avait eu tout le temps des problèmes de santé. Exactement. Le problème qui se pose ici, c'est les effets de l'âge justement sur Biden. Parce que
il n'aurait pas eu ces effets-là, que son âge n'aurait gêné personne. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic de se dire que la jeunesse contre le candidat plus âgé serait la question. Je pense qu'aujourd'hui, les deux candidats, que ce soit Biden, que ce soit Harris, Anne Grip, si elle est retenue, ou Donald Trump, ont toutes leurs chances, quel que soit l'âge. Donc, l'âge n'est pas forcément. Sinon, regardez également un certain Bernie Sanders, démocrate, qui était adoubé par les jeunes, justement. Oui, mais qui était bien âgé. Qui était très âgé, justement, qui a à peu près le même âge que Biden. Donc, c'est pour dire que l'âge, fondamentalement, n'est pas le problème. C'est plutôt aujourd'hui les effets que cet âge-là ont eu sur Biden qui ont posé problème. Oui, je dirais que c'est la question de santé de Biden, parce que Biden aussi, quand vous regardez son histoire, il a été secoué d'abord psychologiquement, mentalement, pour pas beaucoup d'événements dans sa vie, et puis après, son fils sort. Donc, tout ça, c'était des traumatismes qu'il a gérés à un moment donné. Et puis après, les problèmes de santé que lui-même, personnellement, a pu avoir, qui traînent depuis peu. Donc, du coup, ça l'a... Aux dernières nouvelles. Oui, et ça l'a affaibli totalement. Allez, merci à vous, Laurent Roland Tonekes. En 30 secondes pour finir. Je pense que l'histoire de la COVID, c'était déjà pour préparer l'opinion à son départ. Je pense que le jour, moi, j'ai appris qu'on l'a testé positif. J'ai compris que, on veut le sortir du jeu parce que c'est une manière de... Si on voulait le garder, jamais on aurait sorti cette information. C'est assez stratégique. C'est stratégique pour nous dire que, écoutez, il va aller se reposer et on mettra d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeux sont rebattus, les cartes sont rebattues et il va falloir que chacun des camps ne donne pas sur ses lauriers, que ce soit Donald Trump qui crie à la victoire déjà depuis un certain moment, se dise que tout est à reprendre et il va falloir maintenant débattre sur les sujets de fond, sur les questions qui préoccupent les Américains. Il ne s'agira plus maintenant de débats de personnes, d'invectives, d'insultes. Non, il va s'agir maintenant de défendre des programmes, des projets et de convaincre les Américains. Ceux qui sont déjà acquis, c'est déjà bon. Maintenant, il faut aller convaincre les indécis et aller chercher le plus de voix possible et mobiliser l'électorat pour pouvoir donc s'assurer, que ce soit d'un camp comme dans l'autre, une victoire au 5 novembre. Merci à vous. C'est un plaisir. Olivier Michel de Campos, vous êtes consultant et analyste géopolitique. Merci à vous. Laurent Roland Tonekes, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On s'intéressait donc à cette actualité politique aux États-Unis, le retrait donc de la candidature de Joe Biden à la présidentielle. C'est un exemple aussi pour nos pays. Justement. C'est vrai que voilà, c'est un sujet sur lequel on reviendra parce on n'a pas de vieux chez nous. C'est pas dans nos cultures, bien malheureusement. Allez, à demain pour un numéro. Il faut dire ça à Paul Biya et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Et Paul Biya.